Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, deuxième TD de mécanique des fluides. Alors, qu'est-ce qui se passe dans celui-là? Ah oui, système d'irrigation. Donc, en gros, on va repartir un peu comme un système de l'autre fois. Sauf que ici, on va prendre en compte les pertes de charge dans le calcul. Et on va faire du boulot un peu de dimensionnement, de choix de composants. On va faire du choix de pompe, donc la pompe qui serait idéale pour notre système qu'on veut dimensionner. Et voilà, globalement, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelques réflexions dessus. Alors, ce système d'irrigation. Donc, le but, c'est de pomper l'eau d'un puits pour l'amener vers un réservoir de 5 mètres cubes en hauteur. Donc en gros, c'est comme si on pompait dans un puits pour mettre dans un château d'eau en hauteur. On nous donne les différentes dimensions, H1, 2, 3, 4, qui sont représentées sur le schéma ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne la longueur d'aspiration. Donc entre B et C, on a 15 mètres de tuyau. Entre D et E, on en a 10. La température de l'eau, elle est de 20 degrés. Et donc ce qu'on nous demande, dans un premier temps, ça va être de calculer le débit de la pompe, sachant qu'on souhaite remplir le réservoir en 20 minutes. Alors, hop, hop. Ah merde, ça marche pas. Celui-là, pas celui-là, celui-là, pas celui-là. Alors, pourquoi ça marche pas? Ça c'est quoi? Whiteboard, ok. Tac. Hop. Et hop. Et ça devrait marcher. Hop, impeccable. Alors, question 1, on nous demande de calculer le débit QV. Donc QV, on le sait, c'est V sur delta T. Notre volume, il vaut combien? Allô, allô? De 5 mètres cubes. Ouais. 5 mètres cubes. Alors, sachant qu'on nous demande de le calculer aussi en litres par seconde, les 5 mètres cubes, je vais les écrire en litres. 5000 litres. Et notre temps, on nous a dit que c'était 20 minutes. Donc 20 minutes, bon, moi je sais que ça fait un tiers d'heure. Bon, 3 fois 20, ça fait 60. Et ça fait 20 fois 60 secondes. 60, c'est trop bien. Ça nous fait 1200 secondes. Donc notre QV en mètres cubes par heure, ça fait 5 sur un tiers, ça fait 3 fois 5, 15 mètres cubes par heure. Et maintenant, si on le calcule en litres par seconde, ça fait 5000 sur 1200. Ça fait 50 sur 12. 50 sur 12, ça fait 25 sur 6. Ça doit être un peu plus que 4. 4,17. Ouais. Environ 4, 17 litres par seconde. Ok. Donc là, on a la première question. Ça, c'est bon.
Hop. Ensuite, on nous demande, question 2, quelle va être l'énergie hydraulique emmagasinée lors du remplissage du réservoir. Donc en gros, cette énergie emmagasinée, c'est quel type d'énergie? On regarde ici. Quand on a l'eau en haut du château d'eau, on dit qu'elle a de l'énergie. Comment cette eau? En général, en physique, vous avez deux types de mécanismes. Alors, il y a quelqu'un qui me dit potentiel, c'est ça. C'est l'énergie potentielle de pesanteur en fait. Donc mon énergie emmagasinée, on appelle ça mon énergie hydraulique du coup, c'est égal à mon énergie potentielle. Et donc c'est égal à mgz. Alors, ici la question qui se pose c'est mon z, qu'est-ce que je prends comme hauteur? Où est-ce que je vais situer mon... Comment ça s'appelle? Merde, je perds mes mots. Où est-ce que je vais situer mon 0? Je vous écoute, hein. C'est-à-dire le zéro. Alors attends, on parle plus fort parce que soit moi j'entends rien. J'ai dit c'est-à-dire le zéro. C'est-à-dire l'endroit, si tu veux, où on va mettre le référentiel. C'est-à-dire, hop, parce que, bon, je vais essayer de faire un truc. C'est pas forcément très propre à chaque fois, ça. On va faire quand même. Hop, tac. La pompe? Ouais, moi, enfin, personnellement, c'est là où je le verrai le mieux. Hop. Est-ce que je peux le coller? Voilà. Moi, personnellement, je mettrais le 0 au niveau de la pompe. Z égale 0 à cet endroit-là. Parce que le puits, je considère que le fond du puits, en général, bah, c'est sous terre. Alors, soit la pompe, elle est à mi-chemin entre le réservoir et le puits, le fond du puits, soit, bon, là, ce que je vais dire, c'est que elle se situe au niveau de la terre, donc on a la pompe qui est au niveau de la terre. Sous terre, on a le puits, et au-dessus de la pompe, on a, on va dire, notre château d'eau, quoi, notre réservoir. Donc moi, je vais donner Z égale 0 au niveau de la pompe, et donc mon énergie potentielle, ça va être toute celle-là. Liée à toute cette hauteur d'eau là. Donc ça, du coup, je vais avoir Z qui va être égal à H1 sur le schéma. Et ma masse, eh ben, c'est mon volume fois ma masse volumique. Donc ça, c'est mon énergie potentielle. Donc je vous laisse faire le calcul.
fait 245 kg. Il me semble que c'est ça que j'ai calculé. Ouais. 245 kilojoules. Ok. Donc ça, c'est notre énergie potentielle. Voilà. Monsieur? Oui. Rho, ça vaut combien déjà? Pour l'eau, c'est 1000. Ah oui, ok. Merci. Dans les grandeurs, en gros, ça, c'est les grandeurs génériques. Rho de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Rho de l'air, c'est 1,2 kg par mètre cube. Après, dans les trucs, qu'est-ce que vous avez aussi? Là, hier, j'en ai eu qui ont fait le TP sur sur l'aspirateur. Donc, vous avez les CP. CP de l'eau, 4180 joules par kilogramme par Kelvin. Et le CP de l'air, c'est 1000 joules par kilogramme et par Kelvin. En gros, je pense que c'est globalement les valeurs que vous avez besoin de connaître en général, même si je pense qu'elles vous sont données. Donc ça, et on me dit donc du coup de savoir est-ce que l'énergie électrique absorbée par la pompe, est-ce que c'est la même que l'énergie qu'on vient de calculer ou pas? Et dans tous les cas, pourquoi? Ça, c'est les trucs qu'on a vus la semaine dernière. Les histoires de rendement entre les pompes et l'énergie de l'eau. Bah, du coup, tu préfères la puissance. On va avoir peut-être des pertes mécaniques, des pertes de parfoulement, etc., etc. Ouais, donc l'énergie électrique, elle va être plus grande ou plus petite? Plus petite, du coup. L'énergie électrique? Non, pardon, plus grande, plus grande. Voilà. Justement, comme tu as des pertes, donc l'énergie électrique, elle va être plus grande que l'énergie hydraulique, dans tous les cas. Et ce qu'on va avoir, c'est que en gros, l'énergie hydraulique, elle est égale à un rendement, ou plusieurs rendements, ça dépend comment on le prend en compte, fois l'énergie électrique. Avec le rendement qui est inférieur à 1. Ça, ok. Donc après, ce qu'on nous demande, c'est de calculer les pressions absolues et relatives, donc aux différents points A, B, C, D, E, F, donc là les points qu'on a là, et de compléter le tableau 1. Alors, on nous dit que la pression atmosphérique, on va la prendre égale à 1 bar, et qu'on ne tiendra pas compte dans un premier temps des pertes de charge éventuelles. Alors déjà, j'ai une question. C'est quoi la différence entre une pression absolue et une pression relative? La pression absolue, c'est le total de la pression relative et la pression essentielle. Pression absolue, ouais. Donc oui, enfin en gros, on va le tourner dans l'autre sens. La pression relative, c'est la pression moins la pression atmosphérique. En gros, c'est ça. 3, que je l'écrive. Je reviens là. Donc 3, P ABS est égal à P relative plus P ATM. Ok, donc ça, on a ça. Et donc, on va nous demander de calculer la pression aux différents points. Je peux descendre. Ouais. Hop. Toc.
Donc la pression aux différents points. Est-ce qu'il y a des endroits où elle serait peut-être plus simple, la pression à calculer? Est-ce que vous voyez des points où la pression, tout de suite, vous avez une idée de ce que c'est? Au point F, Au point F. Elle va être égale à combien? à la pression atmosphérique. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre point qui serait facile? Le point A, Ouais. Donc déjà, on a ces deux pressions. Ça, première chose. Donc, hop. Ça et ça, c'est validé. Donc ensuite, on va remonter petit à petit. Là, on va partir, allez, on va partir de A. On va calculer la pression en B. Entre la pression en A et la pression en B, qu'est-ce qu'on va avoir comme variation? La hauteur. Voilà, on va avoir la hauteur d'eau H4 en plus en B. Donc la pression en B, elle va être plus importante que la pression en A. Parce qu'on a toute la hauteur d'eau. Donc la pression en B est égale à la pression en A plus ρ G. La différence de hauteur qu'on a entre les deux, c'est H4. Et ça, si je fais un calcul, donc PA, ça on a dit que c'était égal à 1 bar. Ça fait 10 puissance 5 pascal. Donc ça fait 10 puissance 5 plus ρ fois G, je vais arrondir G à 10. Comme ça, ce sera plus simple pour les calculs. Donc ça fait 1000 fois 10, ça fait 10 000. 10 puissance 4. Fois H4 qui vaut combien? 4. 4 mètres. Donc on va avoir 1,4 bar de pression. Ensuite, si on passe de B au point C, la différence entre les deux, ça va être quoi? Ça va être la différence de hauteur entre B et C. La colonne d'eau qu'on a entre les deux. Bah, du coup, H3 et H4. Enfin, H3 plus H4. H4, oula. Ouais, alors la question c'est, est-ce que ça va être, la pression en C, elle va être plus grande ou plus petite que la pression en B? Plus grande, j'aurais dit. Alors, le principe c'est, quand tu es dans la mer, plus tu vas profond, Ah ouais, non, plus c'est important. plus la pression est importante, parce Ouais, qu'il y a plus donc d'eau B. au-dessus de toi. Donc elle va être plus faible. Donc la pression en C, comment je l'ai écrit proprement? Ça va être la pression en B, moins la hauteur d'eau qu'on a entre les deux. Qui est donc ρg H3 plus H4. Ça va nous faire du 10,5, 1,415. Moins 10 puissance 4 fois H3 plus H4, ça fait 9. Et ça va nous faire 1,4 moins 0,9, ça fait 0,5. Bah. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Oui, oui, c'est bon. Ok. Bon, par contre, étant donné qu'on a la présence de la pompe, on ne peut pas aller de C à D, parce que la pompe, elle va nous induire une surpression. Donc pour calculer la pression en D, il va falloir qu'on reparte de l'autre côté et qu'on calcule d'abord la pression en E. Donc la pression en E, ça va être exactement le même calcul que pour la pression en B. Donc on va avoir PF plus ρg. Et là, la hauteur, c'est... Ah ben, il n'y a pas de données directement, donc c'est H1 moins H2. Donc ça fait 10,5 plus 10,4. Facteur de H1 moins H2, ça fait 2. Donc on va avoir 1,2 bar. Donc ça, c'est bon. Et la pression en D. Donc c'est la pression en E. Plus ρg H2.
On va faire 1,2 fois 10 puissance 5 plus 3 fois 10 puissance 4, ce qui nous fait du 1,5 bar. Ok. Tac, tac, on copie le tableau. Merde, c'était pas ce que je voulais faire. Hop. Tac. On copie. Donc l'oppression absolue, on les a là. Donc là, on va les écrire en barres. Donc la pression en A, c'est 1. En B, 1,4. En C, 0,5. 1,5. 1,2. 1. Et donc là, pour passer de là à là, il faut que je fasse moins 1 bar. Enfin, moins PATM, on va dire. Et là, ici, PATM, on l'a simplifié à 1 bar. Donc, on va avoir 0, 0,4, moins 0,5, 0,5, 0,2 et 0. Hop. Bon, jusque là, je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc là, on va partir sur la partie un peu plus technique. Va falloir qu'on choisisse la bonne pompe. Donc, on a des conditions. Donc, en gros, notre cahier des charges. Donc, notre cahier des charges, c'est notre débit volumique, qui lui vaut 15 mètres cubes par heure. Et c'est une différence de hauteur en mètres de colonne d'eau ou un delta P en barre. Alors cette différence de pression, c'est quoi? Où est-ce que je la trouve? Ou cette différence de hauteur? Et entre le point le plus bas et le point le plus haut. Bah dans ce cas-là, ça fait la pression en A moins la pression en F, ça fait 0. Ah ouais. Ah. Faut regarder au niveau de la pompe. Est-ce qu'au niveau de la pompe, tu as pas un apport de pression? La pompe qui se situe, je le rappelle, entre les points C et D. Si vous regardez, en gros, notre delta P, il se situe ici, et c'est la pression en D moins la pression en C. Et donc, notre différence de pression, elle va être de 1 bar. Ce qui correspond à combien de mètres? 1 bar à peu près? S'il y en a qui ont des montres étanches, des fois sur le cadran, c'est marqué. Ça fait 10 mètres à peu près. Ouais. Petit instant culture. Sur vos montres, des fois, vous avez la pression qui est marquée soit en ATM, soit en bar. Et vous avez par exemple, je sais pas moi, il vous dit que votre montre elle est étanche à 10 ATM. Et comme la plupart des gens, ils savent pas ce que c'est un ATM, ils vous précisent, ça fait 100 mètres. Donc en gros, ceux qui ont une montre avec ça d'indiqué dessus, ben, vous avez la conversion directe entre là et là. Petite astuce. Donc il faut une pompe qui réponde à ce cahier des charges. Et donc pour ça, on va aller regarder dans la documentation du sujet. Donc on continue. Donc là, on a une première partie, c'est les pertes de charge. Donc nous, on nous a dit qu'on ne s'en occupait pas pour l'instant.
Et on a ce diagramme. Alors, je vais peut-être... hop, où est-ce qu'on tourne là? Hop, 90 degrés, sens horaire. Hop là. Merde. Je vais essayer de le capturer pour dessiner dessus. Hop. Donc ça, c'est un diagramme de pompe. Donc en gros, c'est il y a un fabricant de pompes et son catalogue de pompes, c'est toutes les références qu'on a là. Et en fonction des besoins qu'on a, du cahier des charges qu'on a, on va devoir choisir notre pompe. Donc ici à gauche, vous voyez les axes, c'est la hauteur en mètres. Donc ça va être la hauteur manométrique qu'on va devoir, sur laquelle on va avoir besoin de travailler. Donc ici, nous on est à 10 mètres. Donc ça veut dire qu'on va se situer sur cette ligne-là. Si on voit pas. Ah merde, j'ai pas changé. Ok, voilà. Donc les 10 mètres, donc on voit H ici qui en bas qui vaut 10, la hauteur en mètres. Donc nous on est à 10 mètres. Donc j'ai tracé une ligne pour les 10 mètres. Et notre débit il vaut 15 mètres cubes. Donc je regarde en bas, 15 mètres cubes. Enfin les mètres cubes par heure. Hop, j'ai pas dû prendre le bas de la légende, mais le bas de la légende, l'axe du bas, ah si il est là, c'est écrit tout petit. L'axe du bas il est en litres par seconde. Donc je regarde, mon 15 et mon 4,16 c'est là à peu près. Hop. Tac. Et donc je vais aller au point qui correspond. Et dans le point qui correspond, la zone, c'est la zone qui correspond à cette pompe-là. La pompe numéro 32-200. Donc cette pompe, elle a la hauteur, ici, qui nous correspond, et le débit que l'on veut. Alors les autres axes, en gros, à droite, vous avez les unités impériales, donc en pieds. Et en haut, c'est des gallons américains et les gallons anglais par minute. Donc nous, on va travailler avec la pompe 32-200. Donc après, question suivante. On nous demande de choisir le diamètre de la roue. Hop, que je revienne sur mon truc. Hop, hop, hop. Là, donc, j'ai un autre diagramme. Donc, en fonction des hauteurs des diamètres de roue, pardon. Et donc, ce diagramme, il a également le cahier des charges, débit, hauteur. Donc, on revient là. Hop. On va retracer notre point. Donc, on avait dit 10 mètres d'eau. C'est 15 mètres cubes. Donc, mon point, il se situe ici. Alors, là, visiblement, je tombe pas pile poil sur un diamètre de roue. Donc, va falloir faire un choix. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire le choix de la roue de 166 ou la roue de 181? 180. Ouais. Ouais, ça va être... Alors, en général, ce qu'on va faire, c'est toujours... Là, vous n'avez pas les trucs, mais c'est toujours des histoires de compromis aussi, de cahier des charges et de prix. Donc là, effectivement, s'il n'y a pas une grande différence de prix et que le besoin, il est vraiment sur ces 10 mètres et ces 15 mètres cubes, on va se mettre sur le 181.
La question, par contre, c'est comment est-ce qu'on va fonctionner? Est-ce qu'on va fonctionner au même débit, donc c'est-à-dire à 15 mètres cubes par heure, ou est-ce que on va garder fixé la hauteur de colonne d'eau? Parce que là, vous voyez que pour se trouver sur la courbe, il va falloir que je me déplace. Soit ici le point en vert, soit ça, je sais pas c'est quoi comme couleur. Ah, c'est pas une couleur, d'accord. Soit ici le point en noir. Alors, qui choisirait quoi là? En vert ou en noir? On augmente le débit. Ouais, parce que en fait, la réponse à cette question, elle se trouve un peu dans la question. Dans la question, on vous demande quel sera le débit réel de la pompe. Donc, si on vous pose une question comme ça, c'est que vous vous doutez bien que le débit il va changer. Après, ça reste une question de besoin. Est-ce que le client, pour son système, il préfère avoir plus de hauteur, plus de pression ou plus de débit? Voilà. Donc, on va se mettre ici, sur la route 181, donc avec un débit plus important. Donc le débit, donc là on est à 16, on va être à 16, 17. Attendez, parce que là j'ai fait un gros pâté, on n'y voit que dalle. Merde. Hop. Voilà. Le point il se situe réellement ici. Et donc on est à 16,5 mètres cubes par heure. Donc notre nouveau débit, il est de 16,5 mètres cubes par heure. Et donc là, on nous dit que on va prendre en compte les pertes de charge dans les tuyaux, les coudes, le clapet, la crépine, avec des tuyaux en acier d'un diamètre intérieur de 60 et d'un diamètre extérieur de 70. Donc, on revient là. On revient sur le tableau des pertes de charge. Donc, on va chercher les tuyaux qu'on nous a demandé. Donc, ici, du 60-70. On descend. Hop, hop. Si j'ai toute la colonne, c'est mieux. Là. Donc, on va travailler sur cette colonne. Et ce qu'on voit, c'est que bon, on n'a pas notre 16,5 mètres cubes par heure. Donc on va se mettre au plus près, parce qu'on ne sait pas si c'est une variation linéaire ou pas. On va faire la supposition que les pertes de charge sont les mêmes qu'à 15 mètres cubes par heure. Donc ces pertes de charge, on nous dit que elles sont en millimètres de colonne d'eau par mètre de tuyau. Donc en gros, hop, ça c'est la question 5. Donc les pertes de charge qu'on nous donne, donc c'est des pertes de charge linéiques, parce qu'elles sont par mètre de tuyau, elles valent 79 mm de colonne d'eau par mètre de tuyau. Et en ce qui concerne les pertes de charge singulières, on nous dit, hop, que je revienne, donc les coudes, clapets, crépines, etc., que ça vaut 2 mètres de tuyau. Donc ça vaut, chaque perte de charge singulière vaut 2 fois 79 mm de colonne d'eau. Et donc, il faut qu'on calcule les pertes de charge au refoulement et à l'aspiration. Hop. Tac. Monsieur, j'ai pas compris pourquoi on prend cette colonne-là, en fait. Alors, je reviens. Hop. On nous a dit que le diamètre du tuyau, c'était du 60-70. Ah oui, ok. Donc, en fait, on s'est mis dans le Ah oui, tout 60-70. simplement. Oui, Voilà. oui, d'accord. Merci. Hop.
Ok. Oui. Là, voilà. Donc, on nous dit les paires de charges au refoulement. Donc, les paires de charges au refoulement, elles valent les pertes de charge linéique fois la longueur de refoulement plus la somme des pertes de charge singulières. Donc, qu'est-ce qu'on a comme perte de charge singulière ici au refoulement? Le refoulement qui est après la pompe. Ici, c'est refoulement. Ici, c'est aspiration. Est-ce que vous voyez des accessoires, des coudes, des crépines, quelque chose? Si oui, combien est-ce que vous en voyez? Allô, allô? Moi, je vois pas. Là, si tu vois, il y a pas de coude, il n'y a pas de clapet entière-tour, il n'y a rien. Côté refoulement, on a que de la perte de charge linéique. Ah, là, par exemple, ce truc-là, là, c'est quoi? Alors, pour information, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle un clapet entière-tour. C'est pour éviter que, si on arrête de faire fonctionner la pompe, il y a des réservoirs qui se redéversent dans le puits et qu'on ait mis toute l'énergie pour rien. Donc, on a un clapet entière-tour. Est-ce qu'on a des coudes? Est-ce que vous voyez des coudes? Le tuyau, il est tout droit ou il y a quelque chose là? Il y a 2 coudes. Voilà. On a 2 coudes et un clapet, ce qui fait 3 accessoires. Donc si on fait notre calcul, on a nos 79 mm, donc ça fait 0,079 fois la longueur au refoulement, on a 10 mètres. Plus, donc on a dit 1, 2 et 3 paires de charges singulières. Comme ça va nous faire PCHR qui fait 1, ça va nous faire du 16 soit 0,079. Je vous laisse me faire le calcul. Ça fait 1,26. Ok. On va faire la même chose pour l'aspiration. Donc c'est PCH L fois L aspiration plus la somme des pertes de charge singulières. Donc là on a 0,079 fois 15 plus on a une crépine et un coude. Donc on a 2 accessoires. Ce qui nous fait du 19 fois 0,079. Ça fait 1,5. Ok. Donc ça c'est bon.
Donc là, on a calculé nos pertes de charge. Donc, perte de charge totale, on peut faire le calcul. Hein, perte de charge totale. Elles valent 1,26 plus 1,5, ça fait 2,76 mètres de colonne d'eau. Ou 0,276 bar. Ça, c'est bon. Et après, on nous demande, donc du coup, est-ce que ce qu'on a dit précédemment, aux questions 4 et 5 pour le choix de la pompe et de la roue, est-ce que c'est toujours valable? Donc on va regarder. Hop. Donc si on regarde, si je reviens, ma hauteur totale, du coup, question 8. Mon delta H total, il vaut delta H plus les pertes de charge. Et ça nous fait du 10 plus 2,76, ça fait 12,76 mètres de colonne d'eau. Donc j'ai regardé dans mon diagramme, merde. Hop. Est-ce que ma pompe est toujours bonne? Alors, on avait dit qu'on s'était mis autour de 16, donc 16, on va être sur la ligne à peu près là. Et 12 mètres, on serait en limite de pompe, on serait là. Mais on est toujours dans la pompe 32-200. Donc, le choix de la pompe est toujours valable. On va regarder sur la roue. On va essayer de changer de couleur, ce sera pour plus mal. On va mettre quoi? On va mettre du violet. Là, on dit qu'on essaye toujours d'avoir les 15 mètres cubes, hein, entre 15 ou 16,5, on va voir. Par contre, on a 12,76. Donc 12, le 13, il est là. Donc le 12,76, il est là. Donc là, très clairement, j'ai l'impression que ça va être compliqué pour choisir la pompe. Et là, si vous regardez, soit si on veut respecter le cahier des charges initial, on serait à ce point-là, et donc au-dessus du diamètre de roue. Donc si on veut vraiment avoir ce cahier des charges, là on n'a pas le choix. Il va falloir trouver une solution. Parce que la pompe, elle n'est pas capable d'atteindre ce point, elle est en dessous. Même si on change la roue. Et donc la solution qu'on nous propose, à la question 9, si vous lisez, hop, où est-ce qu'il est mon sujet? Il est là. C'est de refaire les calculs de perte de charge en prenant des canalisations qui ont un diamètre plus important. Ce diamètre plus important, qu'est-ce qui va impliquer sur les pertes de charge? Est-ce qu'on va les augmenter ou les réduire? On va les augmenter. Ah, Regarde le tableau. j'aurais dit réduire, mais. Regardez le tableau, tout simplement. Oui, augmenter du coup. Non. Ah merde. Là, je passe de 60-70 à 66-70. Ah oui, voilà, on baisse. Oui. Systématiquement, la perte de charge diminue. Donc, là, on va revenir à notre point à 15 mètres cubes. Hop, cette colonne-là. Donc, on va passer à 34 mm de colonne d'eau pour les pertes de charge. Donc, notre calcul qu'on avait ici. Donc là, c'est la question 9. Donc, mes nouvelles pertes de charge, je vais juste remplacer le 0,79 que j'avais là par 0,034. On a toujours le même nombre d'accessoires.
19, 0, 0, 4. Et delta H total. Combien ça va faire? Le premier, ça fait 0,544. Ouais. Et 0,646. 146 mètres de colonne d'eau. Et donc le total, si je fais 10 plus 0,544 plus 0,646, N19. Non. 11,19 du coup. on va dire 11,2 hein. Hop, mètres de colonne d'eau. Ça, reprendre les calculs des questions. Et ce qu'on va regarder, c'est est-ce que avec ce 11,2, on peut atteindre un point. Donc là, si je regarde mon 11,2, il va se situer vers là. À peu près, on va dire qu'il va. Et il se situe à peu près sur ce trait-là, hein, 11,2. Et donc, je trace le trait. Donc si je le veux, mon 11,2, et comme tout à l'heure, c'est sur le débit qu'on va jouer, j'ai un point de fonctionnement. À peu près ici. Si on regarde, c'est environ 20 mètres cubes par heure de débit. Donc, le nouveau point de fonctionnement, c'est ça, et QV, QV égale 20 mètres cubes par heure. Monsieur, Ouais, excusez-moi pour le 10, il y a, pour le delta H total. oui, Le 10, c'est bien delta H. ouais. Ok, merci. Et ça, et donc, question suivante. Du coup, là, ça veut dire qu'on change le diamètre de la roue aussi. Ouais, diamètre de roue, on passe en 196. Ok. Bien vu, ouais, si je le précise pas, c'est pas bon. Donc on passe sur un diamètre de roue de 196. Et donc question 10, on me demande, la pompe, est-ce qu'elle va fonctionner sans cavitation? Sachant qu'on veut prendre une marge de 50 cm de colonne d'eau. Pour être sûr que ça cavite pas. Déjà, la cavitation, qu'est-ce que c'est? Allô, allô? Ouais, non, je sais pas. Vous pouvez Vous nous en a dire pas parlé, ça, monsieur Beaufils? peut-être, mais je sais plus. Alors, je vais essayer de trouver une vidéo parce que c'est quand même plus parlant. La cavitation, c'est un phénomène qui se produit. En fait, on va avoir la création de bulles de vide, si vous voulez, si on est dans des conditions qui sont telles que je vais écrire juste après. Cavitation. Pompe. Est-ce que je vois quelque chose? Ouais. Tac. If a propeller spins quickly, it leaves a trail of Toi, tais-toi. Voilà. bubbles behind it. As the bubbles pop, En gros, on va avoir des conditions qui vont faire au niveau de... là, c'est une hélice de sous-marin. On a la même chose dans les hélices des pompes. Et en gros, on va avoir des bulles de vide qui vont se former.
Et ces bulles de vide, elles vont attaquer, là, ici, l'hélice, ou l'axe de la pompe, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui peut détruire irrémédiablement l'hélice. C'est un problème, les sous-marins, notamment, ils ont énormément ce problème-là. Donc ça, les conditions pour éviter cette cavitation, il faut que... Hop, voilà. Donc ça, je l'ai noté parce que je ne le connais pas par cœur. On a une absence de cavitation. Si la pression à l'aspiration est supérieure à la pression de vapeur saturante de l'eau, plus ce qu'on appelle le NPSH requis. Donc, la pression de vapeur saturante de l'eau, ça c'est une grandeur qu'on connaît. Donc là, moi en gros, je l'ai récupéré, merci Wikipédia. Hop, à 20 degrés, j'ai 2,3 kPa. Donc ça, c'est les 20 degrés qu'on m'avait donné tout à l'heure. Et le NPSH requis, je vais le récupérer sur mon sujet. Hop, ici. Sur ce tableau-là, où là, j'ai marqué NPSH requis. Donc ma pression de vapeur saturante, on revient. Hop. PVAP sat à 20 degrés, c'est environ égal à 0,23 mètres de colonne d'eau. Et tac, tac, hop. Bim bam boum. Et donc pour mon NPSH requis, je vais prendre mon diamètre de roue qui est 196. Le débit, c'est 20 mètres cubes, on a dit. Hop, donc je descends, je suis sur le point qui est là. Et si je remonte dans mon diagramme, je vais trouver 3 mètres de NPSH requis. E est égal à 1 mètre de colonne d'eau. Ça. Est-ce que la façon pour récupérer le NPSH, c'est bon pour tout le monde ou pas? Oui, c'est bon. Ouais. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mon calcul, sachant qu'on m'a demandé de prendre une marge. Donc là, on va rajouter ici une marge. Ok. Tac. Donc, si je fais mon calcul, ma pression d'aspiration, c'est ma pression en C. Donc, elle vaut 0,5 bar, ce qui fait 5 mètres de colonne d'eau. PVAP SAT plus NPSH requis plus la marge, on va avoir 0,23 plus 3 plus 0,5, ce qui va nous faire du 3,73 mètres de colonne d'eau. Donc, pas de cavitation.
Hop, donc là, ça c'est bon. Jusque-là, est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? C'est bon. C'est bon? Là, on va faire des calculs qui sont un peu plus dans ce que vous savez faire. On va faire calcul électrique, puissance apparente. Donc ça, c'est des trucs que vous aimez bien. Donc on nous demande de calculer la puissance électrique absorbée. Bon bah ça, on dit merci monsieur le constructeur. Monsieur le constructeur, il me dit que bah, pour cette pompe, pour un diamètre de roue de 196 mm, un débit de 20 mètres cubes, hop, on va récupérer, comme ça on va tracer dessus, ce sera plus simple. Hop. Ah. Tac. Mon fabricant, il me dit que donc à mon débit avec ma pompe, je vais consommer 1 kW électrique. On me dit que mon facteur de puissance, il vaut 0,8. Et que je dois calculer ma puissance apparente. Comment est-ce que je fais mon calcul? On divise par le facteur. Hop. PLEC. Qu'est-ce que je fais? Divisé par 0,8. Ce qui nous fait combien? 1250. 1,25 kVA. Ça est le rendement global du système. Donc ça, on a deux façons de faire. Donc là, on va faire, dans un premier temps, on va faire la partie mathématique. Hein. Donc notre rendement, il est égal à la puissance utile. Donc notre puissance utile, c'est notre puissance hydraulique. Donc c'est notre débit fois notre hauteur totale. Parce qu'on a les pertes de charge plus la surpression qu'on va amener. Fois ρ fois G sur PLEC. Ça nous fait du 20 fois, on avait dit combien? 11 et des brouettes, non? 11,2 je crois. Ouais, c'est ça. Oui, 11,2. Fois 11,2 fois 10 puissance 4 sur 10 puissance 3. Sachant que mon débit, là, il est en mètres cubes par heure, donc il va falloir que je rajoute un 3600 pour le mettre en mètres cubes par seconde. Les 10 puissance 3, ça dégage avec le 10 puissance 4. Ça nous fait 22,4. 62%. Hop, égale 62%. Et après, on a la méthode graphique. Donc ça, c'est la méthode comme on vous a toujours appris à faire. Mais voyez-vous, les mécaniciens des fluides, ils font plein d'abacs. Comme ça, ils n'ont pas de calcul à faire. Et si on regarde le point qu'on avait tout à l'heure, qui est ici, ben, ma courbe, si on regarde, c'est un rendement en pourcent. Et mon point, ben, je me situe à environ 60% de rendement. Ce qui fait qu'on n'est pas trop loin du rendement qu'on a calculé. Donc il y a les deux méthodes, et les deux méthodes sont totalement valables. Hein. Donc ça, puis il nous reste la dernière question. Monsieur, Ouais. comment du coup vous avez déterminé que c'est 60% sur le graphique? Hop, alors attends, je vais effacer un peu parce que sinon on voit pas bien. Toute mon... Ah oui, non, c'est écrit dessus en fait. Voilà. C'est bon, là j'avais plein de merde d'écrit dessus, mais voilà, Ok, merci. 60% qui est là. On va rester sur cette courbe. Et on va essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait augmenter notre rendement de 60%.
Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Là, est-ce que déjà, j'aurais pas un point où j'aurais un meilleur rendement que celui que j'ai actuellement? Vous bousculez pas trop, surtout. Ça risquerait de vous fatiguer. Si avant, là, quand on réduit le débit, ça fait 71, je crois. Voilà. Donc Mais si je on vois réduit... rien. Ouais, c'est ça. Bon, Ok. on est d'accord, la photocopie est pas des meilleures qualités qui soient. Effectivement, si on réduit le débit, on pourrait avoir un rendement plus important et on aurait toujours notre hauteur d'eau. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est, sachant que si on réduit le débit, on reste toujours supérieur au débit qu'on nous avait demandé de 15 mètres cubes. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est effectivement mettre un régulateur de débit qui nous régulerait le débit pour atteindre ce point optimal. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres moyens de faire? Est-ce qu'il y en a qui voient d'autres moyens de faire? Bon là, c'est l'autre moyen, c'est pas la méthode forcément la question qui vous viendra à l'esprit tout de suite, c'est aller voir chez un autre fabricant s'il n'a pas une pompe avec un meilleur rendement pour le même point de fonctionnement. Après, il y a un de vos collègues hier qui m'a dit ce qu'on pourrait faire, c'est prendre deux pompes plus petites, les mettre en parallèle, donc on pourrait avoir le même point de fonctionnement, mais peut-être qu'elles auraient un meilleur rendement. Donc ça, en gros, c'est les possibilités qu'on pourrait avoir pour améliorer notre rendement. Est-ce qu'on ne peut pas réduire la puissance électrique aussi? Bah, le problème que Ça, c'est défini. ça va être compliqué parce que si tu veux, comment tu veux faire pour réduire ta puissance électrique? Ouais, non, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Ouais, c'est compliqué. Après, c'est effectivement, là on a vu, augmenter le diamètre des tuyaux, ça permet de réduire les pertes de charge. Le problème qu'il y a, c'est que plus on augmente le diamètre de tuyau, plus le mètre linéaire de tuyau, ça coûte cher. Oui, il faut trouver le compromis, quoi. Voilà, c'est toujours toute une histoire de compromis, tout ça. Ouais. Ok. Donc là on est à la fin. Donc est-ce qu'il y a des questions depuis le début ou pas là-dessus? Non, ça va, c'était clair. Non? Bon. Oui, c'est bon. Ouais. Ok. Il y en a un hier qui m'a demandé la correction du TD bouilloire. Je voulais savoir, c'est que la partie bouilloire ou la partie pompe à chaleur aussi qu'il vous faut? Les deux, oui, s'il vous plaît. On l'a pas fait le dernier exo en fait. On s'est Alors, fait à attendez. bouillir. Je vais me mettre sur Moodle parce que comme ça va être plus simple. Attends. Ça. Donc c'était ce TD là, je suppose. Donc la première partie, vous l'avez. Chauffage de l'appartement, vous avez aussi? Oui, Oui. Ouais. Donc là, c'est... les deux derniers. Ouais, ok, c'est ces deux-là. Ok. Mais on n'avait pas fait le TD de la pompe. Le dernier, on l'a On pas l'a fait, mais le 4, on l'a même pas fait du tout en fait. Ouais. Donc ces deux exercices-là, il vous faut la correction, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça. Ouais. On l'a fait, mais la correction elle n'est pas sur Moodle. Et le deuxième, on l'a carrément pas fait. D'accord. Ok, bon, bah, je vais essayer de vous sortir ça. Faut que je vérifie mes calculs. Et puis je vous mettrai ça sur Moodle. Et puis voilà. Sinon, c'est bon, pas d'autres questions?
Non, c'est bon. Non, ça va, c'était clair. C'est bon? Bon, ben, bon appétit et puis à la semaine prochaine. Merci, vous aussi. Au Merci, revoir. bonne journée. Au revoir. Au revoir.